montre comment ils montent, les gens, et puis faut pas montrer que il y a des bas, et il y a le droit qu'à de la success. Et vu que j'ai directement démarré en success story, je me dis putain, j'ai pas le droit à l'erreur, tous les regards sont braqués sur moi. Et c'est terrifiant parce que j'ai l'impression qu'on me vole l'adolescence de ma boîte, l'enfance et l'adolescence de ma boîte, et que trop marcher bien tout de suite, je me retrouve coincée parce que j'ai mis la barre trop haute. Et le minimum, il est mais ultra, ultra haut. Et c'est super dur à tenir. Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Aujourd'hui, reprise d'un format que je n'ai pas fait depuis longtemps, les interviews. J'ai pas fait ça depuis le Paddle Club podcast, c'est dire. Donc aujourd'hui, on continue la quête de sens, évidemment, et qui dit quête de sens dit besoin de chercher chez les collègues des réponses. Puis c'est toujours intéressant de découvrir le travail des autres, donc c'est tout bénef, vous découvrez aussi des artistes talentueux et talentueuses. Et pour cet épisode 18, je commence fort, puisque c'est avec mon agapé, ma sœur de cœur et ma meilleure amie, Bérénice Guérin. Bérénice, elle est illustratrice scientifique à son compte depuis 1 an et demi. C'est une passeuse de savoir par l'image, spécialisée dans la didactique visuelle sur les sciences naturelles, mais aussi une gameuse comme moi qui sait se réserver du temps sans créativité. On s'est rencontrés durant nos études à l'EPSA et depuis on ne se lâche vraiment plus. Jeux vidéo, créativité, délire et respect mutuel, on a bâti avec tout ça une relation solide et tendre qui nous aide au quotidien. D'où l'importance de cette reprise des interviews en commençant par Bérénice justement. Et sincèrement, je suis très content de cette reprise. Dans cet épisode, on parle de ses premières images qui l'ont marqué et vous le verrez, ont été comme une évidence d'en arriver à l'illustration scientifique. De l'importance pour elle de comprendre comment fonctionnent les choses et de l'importance que ça a pour elle également d'être la passeuse de savoir entre les experts et les néophytes sur un sujet précis. Et pourquoi il n'est pas du tout nécessaire pour elle de dessiner en dehors de son travail. Mais aussi de ce en quoi une success story peut être handicapant et aussi du manque du partage d'expériences compliquées ou ratées dans le monde du freelancing dont on a bien besoin. Et puis on va parler de plein d'autres choses évidemment, impossible de nous arrêter quand on se lance, comme par exemple avec un passage sur l'IA. Allez, sur ce, je vous laisse avec Bérénice et moi. Bonne écoute. Coucou, Eh bien le bonjour. comment ça va? Ça va très bien. Un peu la pression, mais ça va. Eh ouais, moi ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait ça, putain. Ça va être trop bizarre, mais bon, en même temps, ça va être rigolo. Du coup, bienvenue sur Âme d'artiste. Merci. Waouh, la Waouh, je suis première dans les interview. backstage parce que moi Oh. j'écoute, mais là, c'est moi qui parle. Waouh, je vais m'écouter d'ici peu, ça veut dire? tu vas cringer comme la première fois qu'on s'écoute, Oui. ça va être très drôle. Bah vas-y, si ça te dit, on va commencer tranquillement. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Eh bien déjà, bonjour tout le monde. Je vais commencer par les politesses. Donc moi, c'est Bérénice Guérin. Je suis illustratrice scientifique, designer d'illustration scientifique. Je suis à mon compte depuis juillet dernier, ça va bientôt faire 1 an et demi. Concrètement, mon métier, c'est de dessiner pour des muséums surnaturels, des jardins botaniques, des associations et des parcs, qui protègent la biodiversité. Et je suis spécialisée dans la didactique visuelle sur les sciences Mmh. naturelles. Et à côté de ça, je suis, une grosse joueuse de jeux vidéo, un gros sac, qui aime bien ne pas dessiner dans son temps libre parce qu'elle dessine déjà toutes ses journées de travail. Voilà. Bah, ouais, j'imagine, ouais. Et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est pour ça aussi que je voulais te parler en interview, c'est que justement, tu fais partie de ces gens, qui n'ont pas besoin de dessiner tout le temps de manière maladive et je pense que dans nos métiers, on peut avoir cette FOMO. On peut avoir Oh cette que oui. peur de se dire, «Ah, je dessine pas dans mon temps libre, je suis pas un bon artiste». Oh oui, oui, j'ai eu ça beaucoup, quand tu es en école d'art et que déjà tu arrives pas à gérer, tous les devoirs qu'on te donne, tout ce que tu as à faire, et tu vois tes camarades de classe qui font des stories Insta, comme quoi ils passent leur vie à dessiner, ils arrivent à avoir 40 projets perso à côté des cours, alors que toi tu essaies juste de survivre, ça fout un peu la pression. Mais maintenant je me suis vachement décrochée de ça et ça me stresse un peu moins parce que je vois juste que j'ai trouvé le rythme qui me plaît. Et c'est le plus important. Si c'est ce qui, moi, me convient, j'ai pas à me comparer aux autres.
Bah oui, non, c'est clair. C'est clair. Faut pas se foutre la pression. On se la le métier nous la met déjà beaucoup, en Oui, plus derrière, complètement. ça on n'a pas fini, quoi. Mais du coup, tu disais que tu es illustratrice scientifique. Ouais. Comment t'en es venue à devenir justement illustratrice scientifique et c'est quoi le déclic qui t'a fait mélanger art et science? Waouh! Story time donc. Yes. Et ben, quand j'étais petite, mes premières res inspirations, les premières images qui m'ont énormément touchée, c'est les images des encyclopédies, Mmh. tout simplement. Et il y a notamment un livre qui m'a énormément marquée, c'est, Les leçons de choses de Desrolles, Mmh. qui est, c'est une série de livres d'art qui reprennent les planches de lithographie qui étaient accrochées dans les écoles au siècle dernier, à l'époque où, c'était plus compliqué d'imprimer, plein de manuels pour tous les gosses, et qu'il y avait pas encore internet. Donc c'est plus de la génération de nos parents. Hem et donc il y a eu un travail de scan, haute qualité de toutes ces belles planches et ça m'a fait, découvrir à la fois une imagerie assez artisanale et ancienne qui est celle de l'imagerie de la gravure, Mmh. hem et ensuite, l'imagerie de la didactique visuelle. Donc typiquement ces planches-là, tu vas avoir, le corps humain avec un écorché, avec, des focus sur certains organes, certaines articulations. Tu peux avoir des planches sur, les animaux de la ferme, donc avec, différents animaux que, tu vas voir donc lapin, cochon, poule et cetera et la planche d'après, on va voir comment fonctionne, la ponte, Ouais. pour une poule avec, une vue, en coupe, avec, l'œuf, comment il est composé et cetera et pour moi, les premières images qui m'ont marquée dans ma vie, ça a été des images qui m'ont aidé à comprendre ce qui m'entourait. Donc je pense que c'est parti de là et ensuite, je me rappelle que quand j'étais petite, je disais tout le temps: «Oh là là, je ferai jamais du dessin mon métier parce que je veux que ça reste une passion». Bon, je me suis complètement chiée apparemment, mais mais du coup, je voulais absolument être, éthologue, comportementaliste et des péripéties qui ont fait que j'ai pas réussi et que je me suis retrouvée un peu par défaut en école d'art, Ouais. m'ont fait te rencontrer déjà, puisqu'on Eh s'est eh, rencontrés, quand je suis arrivée à Paris en prépa, c'est vrai. et à la prépa de l'EPSA, dont tu as déjà évoqué le nom à quelques reprises, Oui. il y a, des cours de gravure. Pour découvrir un petit peu le travail sur cuivre ou sur zinc, et on a quelques presses et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça parce que ça m'a permis de comprendre l'envers du décor des images qui m'inspiraient quand Mmh. j'étais jeune et c'est trop cool de se dire: «Ouais, j'utilise la technique, qui était dans les bouquins qui m'inspiraient». Donc ça déjà, ça m'a beaucoup touchée et ensuite, vu que ça m'a énormément touchée, j'ai voulu aller à Estienne, qui est donc l'école qui alors feu le DMA parce que ça s'appelle plus comme ça, c'est des DNMAD maintenant je crois. Mais c'était un diplôme des métiers d'art option gravure et c'est le seul de France. Donc je me suis dit que j'irais là-bas pour continuer en gravure Mmh. et il s'avère qu'à Estienne, ils ont aussi, le seul cursus, de DSA, DIS, donc diplôme supérieur en art appliqué en design d'illustration scientifique et donc quand j'ai fait les portes ouvertes pour la gravure, j'ai aussi vu l'illustration scientifique et ça m'a paru complètement évident. Long story short, pour résumer, je me suis retrouvée là parce que c'est, les images qui m'ont permis d'aimer la science Mmh. et j'ai découvert la science via les images quand j'étais petite et ensuite, je voulais vraiment partir en sciences et ma mère me disait: «Mais, tu sais, même si tu arrives pas forcément à être éthologue ou quoi, tu pourras peut-être accompagner les éthologues pour faire des dessins» et je lui dis: «Bah, ça Oui, existe c'est plus vrai depuis ça. des années ce métier», j'avais complètement tort, parce que ça se fait encore, même si c'est un peu différent aujourd'hui et donc j'ai découvert ensuite la gravure qui m'a ramenée là-dedans et j'ai eu la chance que l'école qui propose la gravure propose aussi l'illustration scientifique. Donc, ça m'a permis d'aborder d'abord le pan technique de mes inspirations. Donc d'abord la forme, et ensuite j'ai continué avec ce master en illustration scientifique et Mmh. donc, ça m'a permis de découvrir le fond, donc la communication et la didactique par l'image. Voilà. Ah et du coup, en fait, tout se reliait, quoi. C'était comme un retour aux sources des images qui Ouais, t'avaient marqué, quoi. ça peut paraître un peu atypique comme parcours, mais par rapport à mes inspi et là d'où je viens, je trouve que c'est ultra pertinent en fait, ça fait carrément sens pour moi. Ouais, c'est comme une sorte d'éclosion, en fait. C'est comme si Mmh. tout prenait sens à ce moment-là, en fait. Ouais et with call, comme, full circle à la fin quoi. Ouais. C'est vraiment,
Je fais exactement le type d'image qui m'inspirait quand j'étais petite, donc c'est trop cool. Comme si c'était plus fort que toi, quoi, c'est trop bien. Oui, Et du coup, j'imagine que tu kiffes bien ton boulot? c'est trop bien. Je suis très, très épanouie dans mon taf. Ouais. Évidemment, il y a toujours les petits challenges, la gestion client, la paperasse et les parties un peu moins fun parce que quand on est à son compte, c'est pas que du dessin, on a 10 métiers en un. Mmh. Mais je suis vraiment, vraiment épanouie par ce que je fais. Je suis quelqu'un qui m'ennuie très, très vite et qui a besoin d'apprendre en permanence. Donc avec ce métier-là, c'est cool parce qu'à chaque nouveau projet, je dois collaborer avec, des nouveaux professionnels d'un certain domaine scientifique. Oui. Et je dois apprendre très, très vite. J'oublie très vite aussi, hein, faut pas rêver. Mais il c'est à chaque fois des émulations sur des sujets donnés, et j'apprends super vite dans un domaine et c'est trop, trop bien. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais, j'imagine que ça doit être hyper, challengeant parce que, bah, mine de rien, même si de base, tu es quelqu'un qui s'intéresse énormément, par exemple, aux animaux ou à comment ça fonctionne, et cetera, bah, tu as forcément, comme dans tous les domaines, professionnels, des moments où c'est moins fun et où tu dois quand même t'adapter? Tu n'imagines pas les quantités, de papier scientifique que je me Ouais, bouffe en j'imagine. amont d'un projet. Vraiment, des fois, c'est pas très digeste, pour être poli. Ouais. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant et pour moi, c'est important de rester à ma place dans le sens où il faut pas que je devienne trop pointue dans certains de ces domaines. Mmh. Parce que souvent, on communique à des néophytes. Oui. On communique pour des personnes, qui, ont vraiment très peu de base sur, le sujet et du coup, il faut que je sois un pont et il faut que j'ai assez d'empathie pour me mettre à la place du public à qui on va communiquer. Ouais. Et si pour moi, un concept, que mon collaborateur me donne, et m'explique, je me dis: «Waouh, c'est chaud», alors que je suis dans l'entre-deux. Je suis pas complètement néophyte, mais je suis pas une professionnelle non plus. Je suis juste une très grosse passionnée qui, par l'expérience avec les collaborateurs, Mmh. mange de plus en plus de science. Si même pour moi, c'est difficile, je me dis: «Waouh, pour le public, ça va être un enfer». Et du coup, je veux garder cette empathie-là et c'est pour ça que des fois, je force pas trop dans mes recherches et je préfère demander aux collaborateurs. Ça m'intéresse énormément, mais je veux garder cette forme de candeur, Mmh. et comme si j'étais innocente face à un sujet, à minima, pour me dire: «Si c'est clair pour moi, normalement, ça devrait être clair pour le public» et je veux pas trop m'éloigner du public. Parce qu'au final, mon métier existe en grande partie pour ça. C'est que quand on se spécialise dans un domaine, on a l'impression qu'on parle plus la même langue, qu'une Mmh. personne qui ne connaît pas ce domaine et moi, je viens par l'image pour essayer de recréer ce pont, pour que ce soit compréhensible. Donc il faut pas que je parle entièrement la langue du scientifique, juste assez pour pouvoir comprendre ce qu'il veut que je transmette, mais Mmh. il faut aussi que je n'oublie pas la langue du public, qui est plus néophyte. Ouais, c'est tout un taf de vulgarisation, en fait. Ouais, Et du coup, c'est super intéressant et tu le dis en un mot alors que moi, je prends 2 minutes pour le dire, voilà. Oui, mais non, mais c'est l'intérêt aussi, c'est que tu utilises, les termes que tu as envie. Mais non, mais c'est super intéressant parce que oui, effectivement, pour avoir déjà vu, des petits exemples, de ce sur quoi tu pouvais travailler ou d'autres, c'est vrai que des fois tu dis: «Waouh, OK, c'est vraiment tout un délire». Mais en même temps, quand t'aimes ça, ça doit être hyper gratifiant quand tu réussis à la fin et que tout le monde est content, quoi. Parce qu'il faut réussir à satisfaire autant, le scientifique que le néophyte, quoi. Oui, il faut être, un très bon, diplomate quand tu fais ce métier. Parce qu'en plus, les passionnés, de leur, domaine scientifique, c'est des gens qui aiment pas trop qu'on simplifie souvent. Alors ça dépend des domaines. Mmh. Par exemple, quand on touche au médical, gare à toi si tu as pas la bonne nomenclature, donc c'est beaucoup de concessions, énormément de concessions. Bah, oui, parce que en même temps, ça se comprend parce qu'ils sont tellement pointus sur leur domaine que pour eux, c'est limite, contre nature de simplifier à l'extrême, en fait. Ah bah, Que tu touches ça à leur ça religion. ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué, ouais, mais c'est cool, ça a l'air de vachement te faire kiffer et tu l'air de te sentir vachement, épanoui comme tu disais. À ma place, ouais, Ouais. je trouve ça vraiment cool et ce qui me faisait peur aussi à la base, c'est que je suis quelqu'un d'assez, introverti. Oui, je sais, on ne dirait pas à chaque fois, mais je le suis, voilà, je vous le dis Toi, et comme moi. oui, exactement, et se cacher derrière une casquette de professionnel, ça permet de davantage s'assumer aussi, je trouve. Mmh. C'est comme quand j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune et autant je déteste l'improvisation parce que j'ai l'impression que c'est trop ma personne que je mets en avant.
autant quand je joue un personnage, dont j'ai appris le texte, je me laisse aller complètement Mmh. parce que, c'est un masque que je mets et si la personne elle est pas contente ou qu'elle est pas satisfaite de la performance ou de la prestation dans le cas de mon métier, ça me touche pas moi personnellement, ça touche Oui. mes compétences pro et du coup, dans la bulle plus personnelle, peut-être que des fois j'aurais du mal à communiquer sur des sujets sensibles et cetera. Enfin, je le fais, mais c'est peut-être, ça me prend plus de ressources. Alors que quand c'est du pro, je réfléchis vraiment en mode, bah, non, mais il faut penser le pragmatisme, il faut penser l'optimisation, l'ergonomie en pro et c'est pas toi qui dis ça, c'est la professionnelle qui sait de quoi elle parle qui dit ça, Mmh. qui impose la concession. J'ai des compétences, donc c'est pas parce que, le médecin en face de moi, il a beaucoup plus d'années d'études que moi que je suis pas légitime. On collabore parce qu'on veut la même chose tous les 2. C'est un bon résultat dont on est fier. Mmh. Donc pour moi, être à mon compte, ça me permet aussi de m'épanouir parce que, cette casquette pro, ouais, ça me permet de m'assumer beaucoup plus. Ouais, c'est une question de posture, en fait. Ouais, tout à fait. C'est à toi de trouver celle qui te correspond le mieux, mais qui en même temps, te protège, si jamais, les gens sont pas contents ou quoi ou qu'est-ce, quoi. Mais C'est du ça. coup, est-ce que tu penses que ça a à voir, du coup, avec le fait que tu dessines pas pour toi ou pas autant que ce qu'on pourrait imaginer, d'un néophyte, sur la vision d'un illustrateur ou d'une illustratrice pro? Ouais, je pense que ça joue, il y a plusieurs choses qui jouent. Déjà, effectivement, j'ai pas tant dessiné pour moi que ça et quand je Mmh. dessine pour moi, c'est essentiellement du fan art et je peux pas m'empêcher d'avoir, cette, déformation professionnelle qui est, que si je dessine une grosse bestiole, d'une licence, au pif, Monster Hunter, va y avoir une approche d'anatomie comparée, de la compréhension et cetera, des corps. Donc pour moi, le dessin, c'est toujours dans cette optique de comprendre Ouais. et tu le sais en plus, vu qu'on est très proches, j'ai certains projets personnels en tête depuis des années Mmh. qui seraient plus intimes et plus intimistes. J'arrive pas à me lancer. J'ai jamais réussi à dessiner vraiment pour moi avec cette, sensibilité et cette fragilité Mmh. et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une certaine distance vis-à-vis de mon dessin et que je vis plus simplement aussi le rapport avec les clients et leur mécontentement, fort heureusement est rare, mais qui peut arriver ou des Mmh mh. Mmh. allers-retours qui sont assez, fastidieux, parce que ce soit dans le perso ou soit dans le pro, alors le pro, je réponds à des cahiers des charges et je me considère technicien d'image. C'est pas, ma création, c'est juste, ma réflexion, de technicien sur comment répondre au mieux à ce cahier des charges et quel style est le plus pertinent pour le public à qui on parle. Et dans le perso, c'est juste dans ma quête de savoir et de compréhension de ce qui m'entoure. Mais j'ai jamais associé la création à de la fragilité ou ce besoin d'exprimer des émotions qu'on sait pas dire autrement. Moi, je le dis plutôt à l'oral ou à l'écrit avec mes proches, mais j'ai pas besoin de le faire pour moi. Donc Oui. j'ai une certaine distance avec mes productions, je pense. Ouais, quelque part, ça te permet aussi de savoir gérer quand tu as besoin de communiquer aussi. Enfin, je pense que dans ce que tu me dis, c'est ce que ça m'inspire, c'est que je me dis: «Finalement, si on le fait pas, c'est qu'on n'a pas besoin». Oui, effectivement. Parce qu'on peut aimer Heu, créer de belles images, mais créer des images sans sens, c'est trop «facile» entre guillemets, tu vois? Enfin, ouais. il y a un truc où je pense que ceux qui dessinent tout le temps, c'est qu'ils ont vraiment ce besoin d'exprimer des choses qu'ils n'arrivent peut-être pas à faire vocalement ou dans le langage corporel ou autre, tu vois? Oui, c'est ce que j'allais dire. Au final, j'ai beaucoup de loisirs et beaucoup de moyens d'expression, donc Mmh. j'exorcise plein de choses de plein de manières. Mmh. Super. Et du coup, quand tu crées, que ce soit, professionnellement ou quand tu veux faire du fan art ou faire plaisir à quelqu'un ou ce genre de choses, est-ce que tu as une méthode ou des rituels qui nourrissent ta créativité, et qui te font te Waouh! lancer? Ouais, elle est un peu dans celle-là, ouais. Ah, c'est une colle celle-ci là, Il y a pas de mauvaise réponse, hein, je rappelle, c'est on est chill, on Non, non, discute, t'inquiète pas, je sais que je ne suis pas notée à la fin, Dieu merci. Je suis pas notée à la fin, rassure-moi. Je sais pas, qui sait? Non, 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 non. Alors, déjà, moi, j'ai vraiment ce truc du, j'emploie des références à balles, quoi. Ouais. Moi, c'est le la foire à la saucisse de la ref.
J'ai aucun problème avec ça et je sais que d'ailleurs, je trouve ça dingue qu'en 2024, ce soit encore le cas, mais je pense pas que c'est une question de l'année. Je pense que c'est plus une question d'âge pour des gens qui n'ont pas encore fait le parcours dans leur tête. Il y a des gens parfois encore sur les réseaux sociaux où je vois, ils disent, «Mais est-ce que c'est tricher d'employer des références Ah et tout?» putain, alors ouais. mais pas du tout, genre, c'est normal, je sais pas. Genre, quand tu répares ton vélo, tu regardes des tutos sur internet pour, savoir, comment Mmh. démonter telle pièce tant que tu sais pas le faire tout seul. Enfin, c'est évident, tu vois? Donc déjà beaucoup de références et vu que tu parles aussi de comment tu as employé le terme processus créatif, je crois, tu m'as dit? Oui, méthode ou rituel, processus créatif, OK, ce genre de choses. ben, les refs, ça va être, beaucoup juste avant le boulot. Pendant le boulot, énormément de petites pauses. J'avais vu ça, il y a des années, genre je devais avoir 14 ans, j'avais vu ce truc écrit sur internet, comme quoi il y a pas meilleur moyen de voir les défauts d'un dessin que de faire une pause et aller bouffer un cookie et tu reviens 5 minutes après. Et c'est fou qu'en en l'espace de quelques minutes, sans voir ton dessin, quand tu reviens après, tous les problèmes d'anatomie et tout, ou quand tu as oublié de C'est faire clair. miroir sur un dessin au numérique, tu fais le miroir, tu es en mode: «Waouh, c'est chaud!» Genre vraiment, tu vois tous les défauts. Donc ça, c'est ce que je vais avoir vraiment quand je suis en plein dans le boulot. Mais quand je suis en dehors du travail, tout ce qui est processus créatif, donc inspiration, pour moi, je vais aller le chercher, dans ce que je sais pas faire. Mmh. Je sais que même si je suis un peu touche à tout, que, je suis capable d'adapter mon style, ce qui m'inspire le plus, c'est les gens qui sont capables de faire des choses que moi, j'arrive pas du tout à faire et qui sont pas intuitifs pour moi. Mmh. Donc, typiquement, j'ai tendance à avoir un style qui est assez, heu, comment dire? Pas complètement réaliste, mais en tout cas, il y a une précision anatomique, il y a une précision dans les volumes, Oui. et il y a quelque chose d'assez énervé aussi. J'ai des dessins assez, Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu énervax. brut. Ouais, je Ouais suis très et brutasse. surtout dans tes dessins personnels, parce qu'évidemment, quand tu fais des dessins pro, il y a une sorte de touche à avoir pour que, ça soit pas de l'art expressif, mais que ça Ouais, reste de l'illustration scientifique. Donc c'est didactique, c'est tout ça, donc il y a peut-être un peu moins de place à l'expression graphique très forte ou très marquée. Mais moi, c'est ce que je vois dans ton taf, quand tu fais des fanarts de monstres ou ce genre de choses, il y a un côté plus brut, comme si tu te libérais un peu justement, comme si tu avais un masque blanc et un masque noir entre le ouais. professionnel et l'artistique et que justement, le peu de fois où tu dessines, bah, c'est pas pour se retenir, en fait, c'est pour y aller et puis c'est pour s'exprimer et on laisse parler les broches, on est un peu rough, Ouais, exactement. Ouais, je suis assez rock'n'roll moi quand je dessine, mmh. un peu, je fais du bruxisme quoi quand je tiens le crayon, tu vois? Et du coup, bah, ce qui va m'inspirer, c'est, des gens qui vont me permettre de ne pas m'enfermer là-dedans. Ouais. Parce que, tout ce qui est, donc la connaissance anatomique, le réalisme, le côté jeté, je sais le faire et je pense que j'ai un bon niveau là-dedans, mais j'ai pas envie, de m'enfermer là-dedans et de rester dans ma zone de confort et dès que je renie pas non plus ma nature, mais Mmh. dès que je peux, je vais m'inspirer d'artistes qui sont aux antipodes parce que je trouve ça toujours intéressant, même quand tu produis et que tu sais que tu as une certaine nature dans ton style, d'avoir en tête des inspirations qui sont très loin parce que ça Ouais, peut c'est clair. t'apporter de la fraîcheur et un autre regard. Donc typiquement, tout ce qui est de l'ordre de, moi je sais, ne pas mettre 40 000 traits quand je peux n'en placer qu'un seul. Voilà, ce truc que je sais pas faire, Mmh. ou, je sais réfléchir avec des formes, très simplistes et géométriques, donc typiquement des boulots qui vont beaucoup être faits sur Illustrator. Je peux te citer, Morgan Thieu ou Owen Davey qui sont 2 artistes que j'adore et que Mmh. je t'avais déjà montré. Oui. Il y a aussi beaucoup de finesse, et de sensibilité, traditionnelle avec des artistes comme, Federico Gemma, qui est un illustrateur, naturaliste, qui fait de l'aquarelle et c'est allez voir ce qu'il fait par pitié, je crois qu'il a moins de 10 000 abonnés sur Instagram, mais bon, il fonctionne pas par Insta, il bosse surtout avec, des revues de nature et cetera. Donc pour lui, je pense les réseaux sociaux, ça lui passe au-dessus de la tête, mais c'est une pépite. Ce mec, c'est une Ouais, bah, dinguerie ce qu'il fait. je mettrai dans la description les ressources, Je il veux bien, passera tout s'il te ça et plaît. je les mettrai, ouais. Ouais, donc du coup, tu tu pas à sortir un peu de ta zone de confort et voir ce qui peut t'intéresser chez les autres qui sont pas dans ton même domaine, quoi.
Ouais, je veux garder un regard, curieux et éloigné de moi. C'est comme l'idée de garder une ouverture d'esprit. Tu sais, on dit, par Ouais. exemple, faut discuter avec des gens qui ont des avis différents du tien, sinon tu deviens aigri, quoi. Mmh. Bah, je trouve qu'en art, c'est un peu la même chose. Il faut s'assurer de alors c'est bien, hein, de se faire sa place dans sa niche et d'avoir une communauté, de savoir ce que tu aimes et tout, mais je trouve ça important de garder cette émulation de la différence. Ouais, je suis d'accord. Hem, donc moi, en tout cas, ça m'aide énormément. Vas-y, je cite un dernier nom, s'il te plaît, je me permets. Vas-y, vas-y. Helvetica Blanc, allez voir cette personne aussi, c'est très joli, qui a d'ailleurs, collaboré avec, Magic: The Gathering, pour quelques cartes spéciales, très, très Ah belles. oui. Et qui fait des illustrations, un mélange de dessins presque automatiques, mais avec une approche de design graphique, avec des aplats, crème et noir, qui sont très, très beaux. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que je sais, impossible pour moi. Je serais incapable de faire ce genre de choses, de manière intuitive, mais ça m'aide pour, quand même rechercher de la fraîcheur et essayer de me réinventer dans mon approche. Mais moi, ce que j'aime bien aussi avec ce que tu dis, c'est que tu n'hésites pas aussi à accepter ce que tu es, ce que tu n'es pas. Dans le sens où on disait tout à l'heure, par exemple, il y a beaucoup de jeunes personnes qui ont du mal à accepter qu'on travaille avec des références. Ouais. Mais je sais aussi, pour revenir un peu dans le passé de ma carrière à moi, je sais que j'ai perdu énormément de temps qui se compte en années à ne pas utiliser de références déjà, mais aussi à ne pas conscientiser ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et à me dire absolument, ah, un illustrateur, ça doit tout dessiner, ça doit savoir tout dessiner, machin et tout. Non, il y a moyen d'accepter aussi. Il faut être professionnel, il faut avoir une posture de professionnel, mais il faut aussi savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas pour savoir nos points forts et nos points faibles. Parce que si on se connaît pas, bah, c'est encore plus facile de se casser la gueule, quoi. Oui, c'est clair. C'est comme au sport, Ouais. il y a des gens alors oui, il y a des génies, qui vont être capables, de faire, du triathlon, voire du décathlon parce qu'ils sont capables de faire plein de choses et ça nous fait rager ces gens-là ou Mmh. ces jeunes qui à 18-19 ans, savent déjà absolument tout dessiner et ont maîtrisé absolument tous les médiums. Mais de manière générale, chacun a ses forces et ses faiblesses et tu vas trouver un filon, que ce soit une technique, un sujet de dessin, qui va vraiment te parler et où tu vas sentir que c'est plus naturel qu'avec les autres et rien ne t'empêche de rester curieux et de tester plein de choses, Mmh. parce que tu veux toujours t'améliorer. Mais pour moi, il y a une nature contre laquelle faut l'accepter, faut pas aller contre, il y a voilà, c'est comme les sportifs, il y en a, ils sont faits pour la nage, il y en a, ils sont faits pour le vélo, et si ça se trouve, ils aiment bien faire d'autres choses de temps en temps, mais ils savent que c'est là qu'ils excellent et je vois pas de problème à ça, en fait. Mais pour moi, Mmh. en dessin, il y a en fait, je vois le dessin de manière super pragmatique. Alors, je dis le dessin, mais la création de manière générale, Mmh. mais après, c'est aussi parce que je connais surtout le dessin et c'est vrai que pour moi, en dessin, il y a beaucoup de mythes, sur ce truc, Ah, c'est que clair. c'est tout ou rien. Genre, soit faut trouver son style et il faut qu'il soit absolument parfait ou soit, faut se flageller, parce que, on sait pas tout faire et c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi et j'ai l'impression qu'avec des domaines comme du sport, il y a moins ces prises de tête alors que pour moi, il y a énormément de similitudes. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair, c'est pour ça, faut apprendre à se connaître, en fait. Faut oser se regarder dans les tripes, dans le côté obscur aussi et voir, et voir nos compétences, lesquelles nous plaisent ou pas et les accepter, quoi. Je pense Complètement. qu'il y a mais tu c'est c comme tu dis, il y a plein d'idées reçues, de mythes et tout qui sont encore à casser, quoi. C'est assez incroyable et justement, vu qu'on vire sur ce sujet-là, comment tu gères, toi, quand tu as des moments de doute, de blocage ou de remise en question ou un syndrome de l'imposteur, ce genre de choses? Comment tu gères, les bad days, on va dire? Waouh, c'est une bonne question. Alors, je pense que, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure où j'ai beaucoup de recul sur ma production parce que je dessine pas trop pour moi-même. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai pas trop ces moments, où je veux dire: «Ah, je suis nulle, je sais pas dessiner», tout ça. Et tant mieux, hein, j'ai beaucoup de chance de Oui, tant pas mieux, oui. avoir Ah oui, ces, c'est clair. mental Mmh. breakdown. Hem mais je sais que des fois, je peux avoir des frustrations avec des plateaux que je vais atteindre sur certains trucs où je me dis: «Bah, je sens plus trop d'amélioration», voire ça m'ennuie ce que je fais. Voilà, ça, c'est plutôt ce genre de choses qui va m'affecter. Moi, j'ai un remède qui marche à chaque fois, dès que j'ai un rapport à la création qui commence à me frustrer ou je me sens pas super ou quoi, c'est que je fais un truc que je sais pas du tout faire. Mais alors pas Mmh. du tout! Je vais prendre un tuto sur internet, sur YouTube, on peut trouver tout et n'importe quoi. Je vais ouvrir genre, After Effects.
Au début, j'en ai pleuré, hein, After Effects, je comprenais même pas les calques, je me dis: «Mais putain, c'est une usine à gaz ce truc», Ah, c'est clair. c'était vraiment complexe. Mais j'ai remarqué, que quand je prends cette habitude, enfin à force j'ai pris cette habitude, c'est quand je galère et ben, je prends un tuto, un truc, je me suis toujours dit, tu sais des fois ça t'arrive, tu scrolles, sur les réseaux sociaux et tu vois une petite animation ou un truc avec une technique ou quoi, tu Mmh. te dis: «Ah j'aimerais trop savoir faire ça». Mais si ça se trouve, tu sais le faire, c'est juste que tu l'as jamais fait Ouais. et au lieu de me complaire dans cette négativité, de me dire: «Ah, j'arrive pas à faire ce que je veux aujourd'hui, d'habitude, je suis capable de mieux», et ben, je vais créer sur un domaine où j'ai zéro compétence et zéro connaissance parce Mmh. que je peux qu'aller de l'avant et je n'ai pas, d'attente envers moi-même. Parce que souvent le mal-être, et le manque, de légitimité et cetera, c'est un produit de l'attente qu'on a envers soi qui est trop élevée, Mmh. qui est trop dure Oui, non-stop. c'est clair. Et du coup, me dire: «Ah bah, j'aimais bien cette petite animation ou ce petit effet, que j'avais vu sur un post, une anime, ou quelqu'un qui a pris un personnage et puis il a bougé juste un peu les cheveux pour faire une anime». Et ben, je fais un petit dessin à la con, j'apprends à l'importer, en calque sur After et puis je vais me prendre une journée où je vais l'animer un petit peu et c'est pas grand-chose ce qui en ressort à la fin. Mais c'est une corde de plus à mon arc et c'est l'impression d'avoir produit non seulement un truc, mais produit quelque chose dont je me sentais pas capable ou en tout cas dont je ne me savais pas capable. Mmh. Et moi, ça me rebooste d'une puissance à chaque fois et en plus de ça, c'est ultra inspirant parce que dès que tu sors des sentiers battus, tu élargis ton approche, ton inspiration, les capacités, et les idées que tu peux mettre dans tes créations et c'est trop cool. Ah, c'est super intéressant parce que du coup, tu n'hésites pas à sortir de ta zone de confort et à te mettre dans une position un peu comme aux arts martiaux où tu vas, forcément te recevoir des coups. Mais en fait, l'important, c'est pas que tu reçoives un coup, c'est comment tu vas éviter de le recevoir la prochaine fois. C'est comment tu vas, analyser et décortiquer tout ça pour en tirer une information et un savoir, en fait. C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi quand on veut se lancer dans la création, c'est qu'on se dit, «Il y a pas le droit à l'imperfection, il y a pas le droit, de rater», parce que c'est ma take personnelle sur ça, mais on documente pas assez les cassages de gueule des artistes. Il y a un truc où on les montre pas et c'est pareil chez les sportifs. On avait cette discussion-là avec ma copine, coucou Emeline. Hello! Dans le milieu du documentaire sportif, on ne montre que les réussites. Il y a un Ouais, truc où un sportif qui réussit n'a pas le droit d'échouer. Et il y a un truc qui est super intéressant et que moi je trouve qui serait super intéressant, c'est de montrer ce qu'on appelle, la petite mort dans le milieu du sportif. Les sportifs, passé, un certain âge, par exemple le football, ils arrêtent très jeunes parce que c'est des métiers enfin c'est des sports très usants et cetera et cetera. Il y a pas de footballeur de 70 piges quoi, professionnel. Bah ouais. et il y a ce qu'on appelle la petite mort. Comment tu gères de ne plus être sur le terrain et de faire ensuite, soit encadreur, soit, entraîneur, soit, journaliste et cetera et cetera. Et il y a plein de moments dans ces trucs-là où c'est pas trop montré ou alors c'est montré quand ça réussit. Mais il y a pas, de il y a un truc où on a du mal à accepter que la vie est ainsi faite qu'il y a des réussites, mais il y a aussi les tentatives derrière qui mènent à cette réussite. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant avec ce que tu racontes, c'est que tu n'hésites pas à te mettre en déséquilibre pour essayer justement de comprendre comment ton équilibre fonctionne. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très sain à faire parce que si tu pars bille en tête, pour revenir dans le milieu de l'illustration, si tu pars bille en tête en te disant: «Il faut que je sois parfait, il faut que ça soit calé, il faut que je sache dessiner ça, ça, ça et ça», bah, à quel moment tu te laisses la possibilité d'évoluer et d'être sensible aussi? Parce que, bah, du coup, tu deviens enfin, on n'est pas des machines de base, quoi. Complètement. Mais le problème, c'est que bah, toujours par rapport aux sportifs, mais par rapport aux artistes, le public a tendance à vraiment fusionner, en une seule entité, la performance et la personne. Mmh. Et ça met une pression monstre parce qu'on se dit: «On peut faire que de la success story et si j'arrive plus à rien, bah, je vaux rien» et ça, c'est destructeur, c'est Bah, pas c'est clair. viable. Mmh. Et personnellement, quand je vais voir ailleurs et que je sors de ma zone de confort, c'est aussi parce que j'ai envie de me détacher de ce que les gens attendent de moi. Quand je suis un néophyte complet sur un domaine que j'ai jamais fait, je suis plus, l'illustratrice Bérénice Guérin, qui doit savoir ce qu'elle fait. Je suis Bérénice Guérin, une personne qui veut découvrir un nouveau truc, et les regards sont pas portés sur moi. J'ai pas d'attente sur moi, mais les autres n'ont pas d'attente sur moi non plus, parce qu'ils savent que c'est pas mon Mmh. domaine de compétence.
Et à la fois, ça élargit mon domaine de compétences et ça me fait me sentir mieux, mais aussi ça permet de revenir vers ta supposée zone de confort, donc moi le dessin, en l'aimant un peu plus, en se disant: «Ben, c'était cool de prendre des vacances de toi et de pas trop dessiner pendant quelques jours, Mmh. mais je suis heureuse de te revoir petit stylet et ça va mieux se passer et maintenant que j'ai vu à quel point je peux être très mauvaise sur certains domaines auxquels je n'ai jamais touché jusqu'ici, je me rends compte à quel point ça a de la valeur notre petite collaboration, ce stylet et moi et ça me permet aussi de remettre en perspective, tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici et pour moi, se mettre dans des situations où ouais, des trucs où tu es pas bon, quoi, genre des trucs où tu as aucune connaissance, Mmh. ça te permet aussi de revenir en ayant un peu plus de gratitude, envers le chemin que tu as parcouru jusqu'ici quand tu reviens dans ta zone de confort. Parce qu'on est tellement tous les jours avec nous-mêmes qu'on oublie ce qu'on a parcouru et on fonctionne trop, tu sais, à focus sur le négatif ou les trucs qu'on pourrait encore améliorer et mais sauf que ça fait pas joli dans une success story alors que, bah, c'est un travail sur soi, permanent, et ce travail sur soi, c'est des hauts et des bas, mais c'est vrai que, comme tu le dis, on préfère, parler de ces histoires-là que quand c'est des hauts, puis des hauts et encore plus hauts et mais non, c'est faux, c'est complètement faux. Mais c'est ça, c'est pour ça que moi, j'ai pris le parti avec le podcast de montrer aussi les mauvais moments. Parce que justement, moi, je me reconnais plus dans les success stories en ce moment, tu vois? Il y a un truc où j'ai besoin de voir qu'il y a d'autres gens qui fonctionnent comme moi pour me dire: «OK, c'est normal, tout va bien et on peut en sortir». Ça veut pas dire qu'on doit rester dans notre, shitty mood, tu vois? C'est juste Ouais. que c'est OK, c'est normal, on est humain, on n'est pas tout le temps, à fond et bah, tiens, je vois que, tel artiste connu a vécu la même chose. Ah chouette, ça me rassure parce que lui, il a réussi ou elle a réussi. Mais elle est comme moi, il y a des moments où le matin, elle se lève, tenir un crayon, ça lui donne de l'eczéma limite, tu vois? Mmh. Mais il y a un truc qui est plus fort et elle arrive à le battre et comment je peux m'en inspirer, quoi? Ça, c'est Et c'est super important, quoi. en toute sincérité aussi, ça tu le sais parce que je t'en ai parlé ces derniers jours et c'est très d'actualité me concernant, les Mmh, success stories, c'est ultra destructeur mmh, et moi j'ai la chance d'avoir, une boîte qui marche très bien et qui a fait un très bon début et en 1 an et demi, à peine, j'ai ce que j'espérais avoir mais au bout de je sais pas combien d'années quoi, c'est clair. mais le fait est que ça me bouffe parce que, mais tu l'as dit tout à l'heure avec la petite mort, pour les sportifs, c'est, on montre, comment, ils montent, les gens et puis, faut pas montrer que, il y a des bas et il y a le droit qu'à de la success et Mmh, vu que j'ai directement démarré en success story, je me dis: «Putain, j'ai pas le droit à l'erreur, tous les regards sont braqués sur moi», et c'est terrifiant parce que j'ai l'impression qu'on me vole l'adolescence de ma boîte, l'enfance et mmh, l'adolescence de ma boîte et que, bah, trop marcher, bien tout de suite, je me retrouve, coincée parce que, j'ai mis la barre, trop haute et le minimum, il est mais ultra, ultra haut, et c'est super dur à tenir. Donc c'est important aussi de péter ce mythe de la success story, que, quand les gens, ils viennent me demander des conseils, bah, je leur dise: «Bah, non, j'en sais rien en fait, je navigue à vue, genre je suis comme vous» mmh. et j'ai de la chance, peut-être qu'effectivement j'ai fait les bonnes choses au bon moment, mais il y a aussi beaucoup de chance. Hem et surtout, j'en ai parlé à ma mère, il y a je sais plus si c'était hier ou il y a 2 jours, mais elle m'a dit ce que tu m'as rappelé, et enfin ce que tu as dit il y a quelques minutes. Elle m'a dit: «Mais avant de te lancer à ton compte, tu as fait une couveuse d'entreprise. Encore avant, tu étais dans une boîte où tu bossais à côté, tu as fait une boîte d'illustration pour prendre de la bouteille». Mmh. Et elle m'a dit: «Mais c'est le moment où tu as chié, c'est juste que tu avais l'idée de te mettre à ton compte depuis ultra longtemps et que tu osais pas passer le pas et du coup, effectivement, ça te met la pression parce que tu as l'impression que les gens, ils ont une idée fausse de ta boîte qui n'est que celle de la success story. Ouais. Mais c'est juste que tu as eu la chance de faire ton genre de faire la procédure et de lancer ton numéro de SIRET, après toutes tes années où tu avais déjà trimé et où là, c'était pas du tout de la success et où tu plantais les graines de la galère pour que ça commence à germer pile quand tu t'es vraiment lancé à ton compte. Et et ça m'a fait du bien qu'elle me dise ça parce que ça me fait redescendre aussi et je me dis: «Ah oui, non, je c'est vrai, je me suis foirée, j'ai eu des moments durs» et c'est important d'avoir ces moments durs-là parce que je vous jure, quand c'est que du positif et du success, mais ça ronge parce que soit ça monte à la tête, soit ça fout une pression parce qu'on se dit que c'est pas tenable au long terme et c'est important de redescendre sur terre et d'avoir des moments où tu te sens humble, des moments où ça va un peu moins parce que bah, si ça va tout le temps bien, en plus, ça te rend complètement numb. Tu sens plus le Oui. bonheur, tu sens plus le positif. Tu as besoin d'avoir des moments de creux pour
avoir de la gratitude après, de te rappeler d'où tu viens et ce que tu arrives à parcourir. Donc moi, j'ai vraiment une bataille en ce moment là-dessus à pas me faire, complètement bouffer et emporter par, ce côté success story que, les confrères et consoeurs ont de moi et à vachement me solliciter pour avoir des conseils, pour, me dire comment je fais et cetera parce que, j'en sais rien. J'ai de la chance, mais les gens, c'est pas que des succès, c'est aussi beaucoup de doutes, de questionnements et j'avance en même temps que les autres, quoi. Ouais, puis c'est surtout que tu as un succès maintenant par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. Mais en plus, bah, tout bêtement, hein, le succès, c'est pas éternel. Et on sait pas Enfin, quoi il fait demain et les c'est gens, ça. ils j'ai l'impression quand ils me disent ça va durer tout le temps et je me dis: «Mais je vais décevoir tout le monde du coup si jamais j'ai une période de creux, genre me mettez pas ça sur les épaules, bande de Mmh. fous». Mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose, chez ces personnes-là et je dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein, je juge pas. Mais je pense qu'il y a un côté où justement ils subissent tellement d'insécurité et d'incertitude dans leur vie que, quelque part, ils te positionnent en personne, qui ne peut pas avoir de faiblesse. Sauf que, bah, quand tu réfléchis comme ça, bah, toi, c'est vachement, désagréable comme situation parce que comme tu le dis, ça te met dans une position où tu as pas le droit de rater alors que, bah, on est légitime de rater. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, C'est l'image que clair. je prends souvent, c'est, on va pas demander à un bébé de savoir marcher direct et on va pas se foutre de sa gueule dès qu'il va se casser la tronche, quoi. Oui, Enfin, comme ça le serait poisson rouge à inhumain. qui on demande de grimper à un arbre, c'est la même chose. Ouais, voilà, c'est ça, tu fais mais si vous faites on ferait pas ça à un bébé, pourquoi vous faites ça à vous-même? Enfin, C'est clair. autorisez-vous de rater, c'est comme ça que vous apprendrez aussi. Alors évidemment, après derrière, c'est facile à dire parce que des fois, il y a des trucs, on peut avoir, des peurs vis-à-vis de l'argent, de sa situation et cetera. On peut être dans des situations où c'est un peu précaire, difficile ou en Et je nie déséquilibre. pas que j'ai la belle vie par rapport à ce genre de Mmh, problématiques et moi j'ai la chance de pas avoir ces problématiques effectivement, mais c'est vrai que au final, tu vois, dans mon discours, je pense que tu l'entends, moi j'ai pas de problème à me foirer et j'aime bien ce côté, itération, apprentissage, partir de zéro sur plein de choses et toujours, me remettre dans une position où, je suis humble et où, voilà, je veux juste apprendre. Mais en fait, les gens qui me mettent sur ce piédestal ou qui croient que c'est une success story de mon côté, j'ai l'impression que c'est eux qui m'interdisent de me planter ouais. et parce que, j'ai une image à tenir, parce que, il y a ce rôle modèle ou je sais pas quoi et ça, c'est assez déshumanisant, en fait, je trouve. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ça représente bien un peu cette fragilité qu'on a en ce moment sur, bah, fragilité ou, non-autorisation à être fragile, tu vois? Enfin, comment dire? Ouais, Il y a vraiment un truc comme ça et c'est dommage, quoi. C'est juste con parce que je pense qu'on si on se met dans une position un peu comme la tienne d'accepter qu'on a des faiblesses, qu'on a des trucs qu'on connaît pas et que du coup on va se casser la tronche, je pense que tu apprends 2 fois plus que si tu es en perpétuelle lutte et que tu te mets un peu dans une position de prouveur, quoi. Je pense que c'est plus constructif de ça, ma mère me l'a toujours dit, et d'ailleurs, l'autre fois, j'avais fait une réunion, avec, des clients, elle était, à côté et à la fin du call, on va, manger, toutes les 2. C'était il y a quelques mois, en début d'année mmh. et elle m'a dit, «Je suis trop fière de toi parce que, tu pas, hésité à dire à tes clients que tu savais pas pour certains trucs» et elle m'a toujours appris que ne pas savoir, et l'assumer, c'est ultra important parce que c'est quand tu assumes que tu sais pas, que tu te mets dans un état où tu peux progresser, où tu te donnes toutes les opportunités pour progresser. Mmh. Parce que tu acceptes qu'on te donne des ressources, tu acceptes de te mettre dans une position d'apprentissage et c'est comme ça que tu avances le plus. Ouais, c'est clair. Mmh. C'est clair, c'est clair. Ah bah, putain, c'est super dense, c'est super intéressant. Du coup, jusque-là, j'arrivais à faire des transitions, mais c'est vrai que là, je suis un peu en mode: «Ah, la prochaine question est un peu, Il y a pas out de of problème. Fais context», de mais but en blanc, passe du voilà. coq à l'âne, Mais y a pas de je vais quand même en souci. trouver une pour faire mon prouveur. On On avait dit qu'il fallait pas faire le prouveur là, tu contredis tout ce qu'on vient de dire alors que c'était super oui, deep. je suis l'élément du chaos. Non, mais justement, tout à l'heure, tu disais, moi tout ça pour dire on n'est pas des machines et justement, il y a une question que j'ai envie de poser à chaque fois en ce moment, Mmh. parce que c'est un sujet qui revient tout le temps et je pense que tu me vois venir avec mes grands chevaux. Oh Mais, non. en qu'est-ce que tu penses des IA génératives en ce Oh moment? non! Parce que, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que toi, dans ton domaine, c'est tellement pointu et de niche, enfin de niche, on se comprend. C'est pas le truc qui nous vient tout de suite à l'idée quand on dit: «Ah, je suis illustrateur».
Moi, personnellement, jusqu'à ce que je te rencontre et que je connaisse cet univers-là par toi, il y avait pas ce truc de: «Ah ben oui, bien sûr, évidemment, Oui, illustrateur ça nous scientifique». entoure, mais à chaque fois que tu en parles, les gens ils sont en mode: «Ça existe ça?» Bah oui. Exactement. C'est un peu comme quand tu vois, un stylo, tu te doutes pas qu'il y a quelqu'un qui l'a designé ce stylo en le dessinant sur une Exactement, c'est des planche. métiers de l'ombre. Voilà. Et je pense que pour l'instant, et on en avait déjà parlé un peu, toi, tu pas trop touché par ce qui arrive avec les IA. En tout cas, je te le souhaite. Ouais. Mais, je voulais quand même savoir toi ce que t'en penses un petit peu, parce que c'est un truc moi qui me passe, évidemment, parce que sur nos réseaux, on en entend parler tout le temps, de toutes les dérives, de tout ce que ça peut Oh que apporter oui. de bon, mais comme négatif et surtout négatif en ce moment. Donc voilà, je voulais voir un petit peu ce que tu en penses toi? Ça. Donc déjà, oui, j'ai la chance de pas être trop touchée par ça, parce que, le mon travail de designer est super important dans mon métier et une IA, elle arrive pas forcément à trouver les bonnes idées pour, traduire un papier scientifique, Ouais. en un schéma, ultra simplifié. Donc là-dessus, j'ai de la chance. Pour combien de temps, je sais pas. Mais en tout cas, l'IA, pour moi, c'est fourbe parce que je suis pas contre toutes les IA. Techniquement, sur Photoshop, tu as de l'intelligence artificielle, quand tu as, l'utilisation de la baguette magique, et qui arrive à te, détourer un animal, de son décor. Enfin, Oui. ça, c'est de l'IA. Il y a de l'IA, dans, les jeux vidéo, dans des programmes. J'ai pas de souci avec ça. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est l'IA qui, n'est pas là pour simplifier la vie des gens qui sont concernés, mais qui est là pour remplacer les gens Ouais, concernés. ouais, on est d'accord. Et c'est toute la finesse, et ça me fait beaucoup penser à ce qui était arrivé, à la gravure, en fait, quand on a eu, l'arrivée de l'industrialisation. Donc à l'époque, les journaux étaient encore, imprimés avec, des petits morceaux de métal où il y avait les Mmh. lettres dessus. On avait des cases, donc des tiroirs, par, typo et par, corps. Donc tu avais, je sais pas moi, le tiroir, bon Helvetica ça n'existait pas à l'époque, on va prendre Garamond. On va dire, voilà, il y avait un tiroir, de Garamond en 12, Garamond en 14, Garamond en 16 Mmh. et on plaçait, hop, toutes tes petites lettres comme ça et on imprimait les journaux comme ça et il y avait des gens, c'était leur métier et avec l'industrialisation, donc ça a déjà été, un premier bouleversement et ensuite, quand il y a eu, vraiment des grosses imprimantes, l'arrivée de l'offset et compagnie, bah, ces gens-là ont perdu leur métier et au début, ça a été un vrai chevauchement et une vraie galère mais ce que je vois, c'est aussi que avec le temps, une fois que l'offset s'est vraiment, imposé comme faisant partie du paysage, voilà, du nouveau paysage et du nouveau paradigme et ben, il est resté quand même certaines personnes qui continuent à faire de la gravure plus artisanale, que ce soit en illustration, en texte ou quoi, et ça a pris une valeur monstre parce que, les gens qui produisent avec leurs petites mimines, ça a une valeur. Oui. Donc il y a quand même une légère différence, parce que, en dessin, c'est pas, là pour moi, c'est vraiment juste du remplacement pur et dur et surtout c'est du vol aussi. L'IA, elle est Oui. basée sur du vol. C'est pas juste l'avancée de la technologie, c'est la technologie à mauvais escient. Mais en tout cas, moi ce que j'espère, c'est que d'ici le moins d'années possible et malheureusement je pense que ça va prendre du temps, c'est qu'on arrive à un paradigme où tout comme les différentes méthodes de print, avec l'offset, la gravure et tout, on va voir différentes méthodes de création de l'image, mais elles savent coexister et elles sont pas là pour empiéter sur le plate-bande de l'autre. Ouais. Donc là, aujourd'hui, l'IA, moi, ça me saoule parce que c'est un remplacement, mais je serais pas contre si dans 15 ou 20 ans, on dit: «Bah, il y a de l'IA, mais elle a été, nourrie de manière éthique». Bon, Mmh. déjà, première problématique. Heu, Elle est moins polluante parce que pour moi, c'est le vrai cœur du problème aujourd'hui puisque les débats éthiques, machin et puis le vol et tout, at the end of the day, juste ça détruit la planète et ça me rend dingue. Mmh. Hem, donc s'il y a ces conditions-là qui sont remplies et une cohabitation qui est faite avec des législations pour dire: «Ben, on mélange pas, de l'IA avec de l'art fait main» entre guillemets lors de concours. Quand on fait un appel d'offres, on priorise, les gens qui font main ou ce genre de choses. Si ça coexiste, je suis pas contre. Mais
faut arrêter de faire comme au début des années 2000 quand on était sourd en mode non, c'est faux, notre photo dans notre magazine, elle est pas du tout retouchée. Genre, on n'est pas dupes, arrêtez, Ouais, bah oui, oui. assumez et, et on accepte à partir du moment où c'est dit et vous la jouez réglo. Et puis, on vous donne un petit coin dans la cour des grands, comme ça, où vous restez dans votre coin. S'il y en a qui veulent faire partie de ces dynamiques-là avec de l'IA, grand bien vous fasse, mais vous n'êtes pas là pour nous remplacer. Et l'idée, c'est de coexister. Ouais. Mmh. Donc voilà, moi, juste l'IA, c'est ce sentiment de toute puissance que les gens ont et leur idée, c'est pas de créer pour eux, leur idée, c'est vraiment de dire: «On va remplacer telle ou telle personne», ça me rend ouf, et c'est là-dessus où je suis contre et pour moi, il faut que les États, ils enfin et c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de choses sur internet où les 180 pays du monde et un peu plus ne peuvent pas se mettre d'accord à dire: «OK, on fait le pays d'internet, il aura ses propres lois» et c'est ça qui fait que c'est galère. Mais Mmh. il faudrait des lois pour, essayer de cadrer un peu l'utilisation de l'IA. Mais de manière générale, je trouve que c'est quelque chose, qui est, problématique de toute façon parce que, vraiment l'utilisation de l'énergie, enfin, je dis ça, mon métier, c'est de bosser sur l'ordi toute la journée, mais tu me connais, j'essaye quand même de faire super Oui. gaffe à la planète, à ma manière avec, plein de choses différentes, mais tu te dis: «Putain, quoi ça sert d'aller faire ses courses à vélo si à côté de ça, tu as des usines entières pour faire tourner les IA, et qui te pompent, l'énergie, l'électricité, l'équivalent du Luxembourg en une journée, quoi. Ouais, puis je crois Enfin, que je quand, sors ces chiffres de ma tête, mais je crois qu'il y a des trucs qui sont ouais, absolument ouais, ouais. aberrants, quoi, donc Moi, j'avais vu dernièrement que je crois que la prochaine version de ChatGPT, une recherche était l'équivalent d'une petite bouteille de 50 centilitres. Truc dans le genre. non Tu sais, mais les à petites l'aide. bouteilles, tu fais: «Waouh, OK». Et vu comment ça peut aller vite d'échanger avec ces IA, tu fais: «Waouh, OK, d'accord». Et ouais, c'est aberrant, mais c'est vrai que moi, le truc qui m'énerve aussi, c'est ouais, c'est l'utilisation. C'est pas l'outil en lui-même, c'est l'utilisation vraiment qu'en font certains et ce côté un peu, bah, si tu es pas d'accord avec nous, bah, tu es rétrograde. Bah, d'où je suis rétrograde, en fait? Genre juste, vos trucs volent des ça vole des sources, ça vole des artistes. Vous l'utilisez sans même vous soucier des répercussions que ça peut avoir et finalement vous l'utilisez, moi je pense par exemple à certaines couvertures de livres qui ont été faits en IA ou certaines, Ouais. trucs de communication faits en Et IA. Magic, ils ont chié aussi, ils ont Ah fait ouais, ça à ils un ont fait moment, ça ils eux ont aussi? ouais, il me semble que dans l'un de leurs bouquins, où c'était un truc de Donjons& et Dragons, mais je crois que Magic a eu des dramas aussi là-dessus, mais Donjons& et Dragons, pareil, ils ont fait appel à un concept artiste qui a utilisé de l'IA, ils l'ont pas vu et du coup, ça allait être publié et tout et les gens, ils ont fait un scandale. Enfin, c'est indécent de faire ça. C'est con, c'est moi, c'est un peu un contre son camp, c'est les gens qui font ça de cette manière-là, en mode: «Ouais, mais c'est l'avenir, c'est le futur, on va plus vite, c'est trop bien, c'est trop bien». OK, si tu es libéraliste, machin, tout ça et tout, c'est super bien pour toi, mais finalement, tu en oublies la nature même de ce pourquoi tu crées des images. Enfin, quand je vois des Albin Michel ou des machins qui font ça, tu dis: «Ouais, mais en fait, votre livre, à la base, c'est quand même quelqu'un qui raconte une histoire, qui emporte des gens et l'illustrateur dessus, il va attirer les gens par son image. Donc si Ouais. tu fais une image qui est, complètement, vide de sens et qui n'a pas été vécue par quelqu'un qui l'a faite, je dis pas que les prompteurs d'images ne vivent pas leurs images, mais l'apparence qu'on en a d'extérieur, c'est que les mecs le font parce que c'est stylé, parce que c'est un jeu, parce que c'est jouet, c'est et en plus derrière ça peut rapporter parce que on fait vite des images et le comme le temps c'est de l'argent, bah, vas-y, c'est trop bien, quoi. Oui, c'est profondément capitaliste, Et l'IA, c'est clairement. profondément capitaliste. Et du coup, tu te dis: «Mais ouais, mais du coup, c'est contre votre camp», parce que quand vous êtes dans les domaines un peu créatifs ou, de l'histoire, de la narration, ce genre de choses, l'utiliser sans prendre conscience des répercussions et du sens que ça a d'utiliser ces outils-là, bah, pourquoi vous êtes encore dans le milieu de la création dans ce cas-là? Enfin, il y a un truc Mais je pense que où c'est comme les gens qui bradent leur prix parce qu'ils voient que de toute façon on n'est pas respecté, donc autant être concurrentiel. Mais en fait, en faisant ça, tu tires tout le monde vers le bas, quoi. bah, c'est C'est ça. pas comme ça qu'il faut répondre. Faut et voilà, désolée, bon après ça va, je suis dans le thème du podcast, hein, mais discours de gaucho, hein, on va pas se mentir. Et putain, faut se battre pour nos valeurs, quoi. Ça fait Ah, c'est chier, clair. genre, faut se serrer les coudes, les bros. Donc oui, complètement. Et ce que tu dis aussi, moi je suis d'accord, c'est que il y a, une sorte d'aspiration de l'âme de l'image quand tu utilises, de l'IA. Genre oui, tu peux, mettre dans le prompt, je m'inspire de tel artiste, machin et puis je veux qu'il y ait tel rendu. Mais une couverture de bouquin où c'est de l'IA, c'est une image, à laquelle il manque quand même un peu d'âme parce que quand on regarde une image d'un illustrateur,
c'est pas, que ce résultat-là. En fait, une image, elle incarne tout un processus et des choix qui sont en amont et qui sont l'essence qui ont abouti à ce rendu-là et Mmh. pour moi, ça n'existe pas avec l'IA. En tout cas, pas pour l'instant. Je sais pas ce dont l'avenir est capable, mais et ça me rend ouf parce que du coup, c'est là que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent, qui s'arrêtent vraiment au regard. Bon, en même temps, c'est de l'image, donc je comprends qu'ils analysent Oui. avec les yeux, mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a plein de gens, ils arrivent pas à voir plus loin que le résultat final. Ils arrivent pas à comprendre le process et l'IA, elle nourrit ce cliché que: «Ah, il y a que le résultat qui compte et puis il y a pas de réflexion et puis tout le monde peut le faire et puis machin» et ça rend ouf. Sachant qu'en plus, l'IA se base vachement sur ce qui ressort de ses bases de données. Donc Ouais. si sa base de données sur laquelle elle se base est, sexiste, cliché, réac et tout, bah, elle va te produire des images qui sont pareilles. C'était moi, récemment, ce que j'avais vu et qui m'avait un peu choqué, c'est que tu avais certains comptes féministes qui utilisaient, des IA. Ouais. J'ai vu des potes féministes parler de ça et qui étaient révoltés, je les comprends parce que, bah, quand on voit que dans les débuts de l'IA, alors je sais pas où ça en est maintenant, mais quand tu tapes, bah, voilà, c'est, une femme en train de danser, sur un décor en flammes, bah, les 3 quarts du temps, il va te mettre une meuf blanche, une meuf bonne pour les critères d'internet Ah et putain. heu et tout ça et plein de clichés sexistes et réducteurs. L'inclusivité. Inclusivité, voilà et tout et du coup, tu te dis: «Bah, ouais, bah, du coup, ces comptes féministes-là», je dis pas que c'est pas pour leur tirer une balle, mais c'est vrai que c'est un peu contre son camp de faire ça parce que l'IA en elle-même peut, être, plus cliché que ton tonton de droite, au Ouais, repas de sa c'est vie, quoi. clair. Donc c'est plein de trucs comme ça à prendre en compte et c'est encore une fois, je pense, une question d'empathie aussi. Une question d'empathie pour, les métiers de l'ombre, les métiers qui ont du mal et cetera, quoi. Et surtout qu'il y a tellement de métiers qui ont une pénibilité de malade et qui gagneraient à, ne plus être d'actualité pour permettre aux gens, peut-être, de bosser dans des milieux qui les attirent plus et tout. Mmh. Pourquoi l'IA, on l'utilise pour remplacer la création? Genre, c'est faut réfléchir dans le bon sens, quoi. Bah, c'est ça, moi, c'était un des slogans que je voyais de temps en temps, c'est: «Putain, moi, je veux une IA qui me fasse mes factures, pas qui fasse le tableau à ma place, quoi». Non, mais tellement, tellement! Ah non, mais c'est clair, on n'a pas fini avec cette histoire et c'est ça le problème aussi, c'est que ça va super vite. Je crois que c'était dans une des vidéos que tu m'avais partagé de Ego, je crois. Ouais, il a fait une Heu, super vidéo là-dessus. Dans le titre, il y a Trombone, je sais plus comment elle s'appelle oui, exactement la vidéo. Attendez, on va vous la oh, retrouver. je vais la chercher. Attends, je l'ai partagée il y a 2 minutes en plus. L'horreur existentielle de l'usine à trombone. Exactement, regardez cette vidéo s'il vous plaît, ça vous prendra moins de 3/4 d'heure et c'est super intéressant. Ouais et je crois que c'est là-dedans qu'il dit que, en fait, les gars de ChatGPT en sont à un point où ils savent même pas sur quoi ils bossent tellement l'IA va plus vite que leurs idées à eux. Ouais, Enfin, il il y a expliquait qu'en fait, c'est juste la course, aux grosses boîtes, qui veulent ouais, avoir, la plus grande innovation parce qu'ils savent que c'est potentiellement des milliards de thunes et cetera. Mais en fait, c'est juste, la définition du capitalisme et de, qui aura les plus grosses, quoi. C'est une dinguerie. mais c'est clair, c'est comme si, en fait, ils avaient une grosse boule de neige qu'ils arrivaient à faire, sauf que là, ils sont dans une pente et qu'au bout d'un moment, bah, en fait, la boule avance toute seule et eux, ils sont en train de se casser la gueule dans la neige, quoi, c'est «Oh là, je sais plus, on verra où ça va, hein». «Oh merde! Tu grossis, c'est tout ce qui compte, Ouais, j'ai envie de dire. vas-y!» Ah non, c'est clair. Non, mais on n'est pas sorti de l'auberge avec ça, mais bon, faut voir, Mais j'avoue que moi, derrière tout, enfin, de toute façon, c'est la politique de manière générale où il y a plein de problèmes dans la société, mais ça me rend dingue que le thème principal, ce soit pas à chaque fois l'écologie, la protection de la planète, parce que ouais. tous nos débats sont très vains s'il y a plus de ressources pour continuer à vivre. Et pour moi, enfin, c'était les NFT il y a quelques années, et là, l'IA, c'est un bordel. Et moi, du coup, j'avoue, par conviction, j'utilise jamais l'IA. Genre, Mmh. j'ai jamais ouvert ChatGPT de ma vie, je fais pas ça. C'est ça me juste par conviction parce que je sais que ça a un impact sur la planète et même dans des trucs où ça pourrait être plus pratique, ça peut me faire gagner du temps, je sais qu'il y en a qui font ça pour des premiers jets, pour des posts sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Je veux pas parce que, avant l'éthique, avant les débats, avant les lois, avant la représentation de notre métier, tout ça, c'est juste ça fait cramer la planète et ça me rend ouf. Ouais, moi, j'essaie de le faire le moins possible. J'avoue, je l'utilise parce que des fois, il y a des moments où moi, c'est compliqué, dans ma motivation et tout ça et c'est vrai que ça a ce côté un peu facile mais
C'est comme un feu où faut pas se brûler, comme tu dis, Ouais, si on peut s'en passer, faut s'en passer le plus possible parce que de toute façon, il y en a forcément dans nos téléphones, dans nos trucs, donc de toute façon, on en utilise déjà sans le savoir. oui. Mais c'est vrai que le moins possible, c'est le mieux, quoi. Voire pas du tout, mais bon. Voilà, vous l'aurez compris, je suis écolo. Wouh! Gaucho écolo, let's go! Ouais! Et ben, on va doucement aller vers la fin, Yes. avec les 2 dernières questions. Waouh. Penses-tu rester toute ta vie illustratrice scientifique ou tu as des projets et envies particulières qui te démangent pour l'avenir? Ouf, c'est une très bonne question. Je suis pas capable de réfléchir au long terme, moi. Je trouve que le Et c'est quotidien OK. est déjà assez stressant donc ben, dans mon temps libre, ça tu en plus on a déjà testé, j'aime bien faire des game jams avec Ouais, mes amis, et c'est vrai que j'ai déjà fait un peu de boulot de, concept art, voire de directeur artistique sur des projets de jam et c'est ultra intéressant et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je pense que j'ai envie de rester dans un domaine de la création, mais dessiner vraiment, je sais pas si je le ferais, voilà, comme aujourd'hui, genre dessiner pour des muséums et tout, je sais pas si je le ferais toute ma vie. Par contre, il y a des choses que j'ai envie de tester, c'est, par exemple, être prof et du coup, pour moi, être directeur artistique ou quoi, c'est un peu dans la même veine. ouais. C'est transmettre aux gens, avoir une vision, pousser le potentiel des autres et voir ce qu'ils sont capables de donner et pour moi, la pédagogie, être prof, c'est aussi, ultra pertinent par rapport à mon métier. Aujourd'hui, j'explique à un public, par l'image, mais demain, je serai carrément chaud d'expliquer par les mots aussi à des élèves. Mmh. Donc j'espère pouvoir avoir cette expérience-là plus tard. Mais est-ce que ça cohabitera, en restant à mon compte en tant qu'illustratrice ou quoi? Je t'avoue que j'en sais rien. Dans une autre vie, j'aurais bien voulu être, genre kiné, mais j'aurais un peu la flemme, je pense, de reprendre ça à 35 piges ou à 40 piges, donc non, on va rester dans la création. Rien à voir, quoi. Mais toujours dans le rapport de le fonctionnement du corps, par contre. Oui, Ça, ah c'est oui, oui, rigolo. mais c'est une vraie, névrose, Obsession. hein, je le sais, j'ai un problème avec ça. Ah là là! Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Hem, de me canaliser pour travailler moins. Heu, je déjà, sachez les enfants, si vous vous mettez à votre compte, vous voyez quand vous vous plaignez de votre chef là et que la semaine elle est longue de faire les 35 heures, bah, quand votre chef c'est vous-même, vous vous rendez compte que vous montez très facilement à 55 heures. Donc ne faites pas comme moi. C'est très dangereux. C'est une Ah, c'est mauvaise clair! idée. Ouais, ça, ça va déjà mieux. Je trouve que là, depuis quelques mois, bon, c'est aussi parce que je suis sortie d'un projet absolument titanesque, mais c'est vrai que j'ai tendance à vachement sacrifier ma vie sociale et mon temps libre pour mon taf et j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Ouais. Parce que j'ai pas envie de faire un burn-out, et que j'en ai déjà fait quand j'étais étudiante. J'ai déjà eu des problèmes de santé assez costauds à cause de ça et c'est voilà, j'ai une tendance assez vénère au taf. Donc ça, hem et peut-être me souhaiter de trouver un taf qui me plaît en mi-temps en tant que prof ou, avec un client régulier qui me permettrait à la fois de continuer à m'épanouir, à mon compte, mais aussi d'avoir, tu sais, ce petit truc de stabilité financière en mode: «Bon, si jamais il y a un moment de creux, il y a au moins ça qui Ouais. rentre». Ça, ce serait quand même vachement bien et puis voilà, c'est déjà pas mal, mais comme je te disais, je réfléchis pas trop à long terme, donc je sais pas trop. Non, bah, c'est déjà bien d'avoir des petites idées comme ça, pas besoin de partir sur des trucs sur 20 ans, tu vois? Mais moi, oui, je te souhaite de pouvoir devenir prof et d'essayer, en tout cas. Parce que pour l'avoir fait déjà 2 3 fois, moi, c'est vraiment un truc super intéressant. Écoutez son épisode précédent, c'était super, il en parle, voilà. Merci. Oh, c'est trop bien, les gens font de la pub pour moi. Et c'est bête de faire la pub pour toi dans le truc que tu as fait parce que faudrait faire la pub à l'extérieur. Parce Oh, que ouais, mais s'ils c'est de écoutent la cet épisode, ils ont déjà sans doute écouté les autres en fait. si on parle de manière marketing, c'est de la fidélisation client, ça. Ah, C'est un j'avoue, truc le horrible. professionnel, mon Dieu!
C'est faux, je vous vois pas comme des clients, chers auditeurs et auditrices, c'est faux. Rewind, C'est faux. rewind. Ne mets pas ça comme résultat final. Ah là, non, mais non, je te le souhaite parce que c'est vraiment une expérience super cool et ça te fait découvrir d'autres trucs, en fait. Ça Ouais, te mais ils vont me détester les élèves, tu sais à quel point je suis ultra maniaque, genre ça va être un enfer. Ça va être la prof où ils savent pas si elle est cool ou insupportable. C'est vraiment, ça va être qui tout double avec moi. ouais, non, ouais, mais en même temps, tu vois, tu vas pouvoir peut-être parler à certaines personnes qui sont un peu comme toi, maniaques et qui trouvent qu'il y a pas assez de challenge, par exemple, tu vois? Ouais, et mais enfin là, je l'ai pas dit au début quand j'ai parlé de mon parcours et tout, mais j'ai fait un lycée militaire. Mmh. Et oui, oh mon Dieu, elle a fait une école militaire à droite, machin. Non, j'avais 14 ans, calmez-vous. J'avais pas la caboche assez développée pour réfléchir à ça. Et moi, je me disais surtout, ouais, Mais j'aurais tu pas le forcément des choix. bonnes notes là-bas. Oui, en plus. Donc, et franchement, il y a de la place pour des gens comme moi. Et je trouve que c'est ultra pertinent que j'ai fait un bahut militaire et que je me retrouve à faire ce genre de métier dans la création aujourd'hui parce que je suis attirée par ce côté ultra pragmatique, ultra cadré, cahier des charges, etc. Et pour moi, la création, c'est pas que le chaos, quoi. Il y a de l'épanouissement dans les contraintes aussi. Et Mmh. effectivement, j'espère que je trouverai 3-4 élèves qui fonctionnent comme moi, ou alors qui sont complètement perdus et qui se rendent compte qu'ils peuvent s'épanouir dans ce fonctionnement. Je ne sais pas. Si je peux aider au moins l'un d'entre eux, ce serait cool. Ouais, c'est ça, puis de toute façon, l'avantage dans nos domaines, c'est que c'est des trucs qu'on apprend en école supérieure, donc de toute façon, tu pas le seul prof Ouais, et moi, je sais que ce qu'on m'avait dit quand je suis intervenu dans les écoles récemment, c'est que ma force, c'était ma sensibilité et le côté bienveillant. ouais. Alors, c'est pas pour dire que tous les profs sont malveillants, et cetera, mais on le sait tous, il y en a, c'est des caractères. Pour être gentil, il y en a, c'est des caractères. Et tu as d'autres, bah, tu les as oubliés aussitôt la classe sortie, puis tu en as d'autres, tu les chouchoutes parce qu'ils te correspondent, tu vois? Oui, complètement. Donc si tu as Les des profs, c'est comme les pluri baguettes magiques de Harry Potter, hein. Il y en a qui vous parlent exactement, de ouf, hein. voilà et c'est pas pour rien que Harry Potter, ça parle à plein de gens quand tu parles de Poudlard. C'est que, bah, on a tous dans notre vie un prof, c'est Rogue, tu vois? C'est Monsieur Potter et tu Je un ne peu vais en pas mode: «J'ai pas sortir le nom. envie». J'ai un prof de mana, j'ai tellement envie de le dire là, vas-y, mais je le ferai pas. Non, moi, c'est pareil, je me retiens. Mais oui, non, mais c'est normal et c'est pour ça, ça te permet de savoir aussi où sont tes forces. Moi, par exemple, c'est ma bienveillance, c'est le fait d'être très, instructif, pédagogue et dans la bienveillance, ça peut être dans la rigueur, ça peut être dans plein de trucs, tu vois? Attention, je suis quand même un peu bienveillante, hein, genre, Évidemment, juste pour évidemment. les gens qui me connaissent pas, allez pas vous faire des mauvaises idées sur moi. Tu sais, la dernière mention, la fin du podcast où ça te casse tout, tu vois? De ouf. Bah, écoute, c'était super, merci beaucoup Bérénice. Bah, merci à toi. Je fais une petite dédicace pour ma maman, je l'ai Ah, citée vas-y, 2 fois dans le podcast, et sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui la et chevalière solaire. voilà, Valérie le chevalier solaire, merci mom. Voilà, c'était ma petite dédicace parce que je sais que c'est ma fan numéro 1 et qu'elle va l'écouter cet épisode du coup. Eh Donc ben, voilà, coucou tu Valérie, du seras en coup train de sourire, en écoutant ce moment. Merci maman, tu la meilleure maman du monde. et je lui passe évidemment aussi le bisou. Eh ben, écoute, super interview, c'était super cool. Merci beaucoup Bérénice d'être passée, Merci à toi mon ça m'a Jo. fait plaisir de reprendre avec toi et voilà, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite et puis, vous autres, j'espère que l'épisode vous aura plu et on se De retrouve dans même. l'outro. Voilà, allez, salut tout le monde! Salut tout le monde! C'était mon entretien avec Bérénice Guérin. Est-ce que ça vous a plu? Merci Bérénice d'être passée dans l'émission. C'était vraiment un super moment que j'ai beaucoup apprécié partager avec toi. Comme d'habitude, nos discussions sont toujours profondes, curieuses et intéressantes. Et j'espère que ça l'aura été pour vous aussi, chers auditeurs. On a vraiment beaucoup aimé casser quelques idées reçues dans cet épisode, comme arrêter de se prendre la tête avec des il faut ou ne faut pas, que si ce n'est pas notre truc de dessiner H24, ça ne fait pas de nous de mauvais illustrateurs ou illustratrices, que des fois on réussit sans savoir pourquoi et qu'on a besoin de process tout ça, de l'importance de connaître et d'assumer nos points forts et points faibles, et que cela ne veut pas dire que ça ne peut pas changer à l'avenir, mais que ça permet d'être quoi qu'il en soit plus serein pour avancer. Je vous invite grandement à suivre le travail de Bérénice sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront évidemment dans la description. Je compte sur vous. Et en parlant de compter sur vous, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée et à passer me dire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça aide évidemment le podcast.
Merci encore Bérénice pour ton passage, c'était un super moment encore une fois. Merci également à Laurent Bazar pour le générique de cet épisode. Et merci à vous de me suivre dans ma quête de sens et dans ma documentation de mon âme d'artiste. Ces moments de doute et de questionnement ne sont pas forcément toujours faciles, mais ça en dit beaucoup sur qui je suis comme artiste et sur le quoi de ma production et ce en quoi c'est important de savoir vers où je vais. Et donc tout ça, c'est un moment charnière de ma carrière, je pense. Et il est important de le partager avec vous, il me semble. Quoi qu'il en soit, moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de ma quête de sens. Je vous souhaite une bonne journée et de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte. La bise!